La nouvelle est tombée que le Venezuela libère des prisonniers politiques qui avaient été emprisonnés par le régime de Maduro. C'est, comme l'a dit Trump, un geste de bonne volonté du nouveau gouvernement vénézuélien. Ils veulent vivre avec nous, les États-Unis, en paix, et il l'a écrit sur Truth Social. À cet égard, Trump a arrêté, comme il l'a dit, la deuxième vague d'attaques. J'ai annulé la deuxième vague d'attaques précédemment prévue, qui apparemment ne sera pas nécessaire. Cependant, tous les navires resteront à leur place pour garantir la sécurité. Mais les pétroliers russes qui naviguent sous pavillon étranger, nous les repoussons quand même. Décharger au Texas et en Louisiane, c'est sacré. Nous allons punir la Russie, nous continuons et nous continuerons à la punir pour son refus de mettre fin à la guerre en Ukraine. Nouvelle vidéo de la mer des Caraïbes. La garde côtière américaine intercepte un autre pétrolier fantôme dans la partie est de la mer, selon les informations. Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé plus tôt qu'il avait quitté le Venezuela, soupçonné de transporter du pétrole sous embargo. Je vous rappelle que cela s'est produit à plusieurs reprises cette semaine. Cela arrive déjà plusieurs fois alors que le président Trump dévoile ses prochaines mesures concernant ce conflit. Je suis d'accord, nous offrons de nombreuses incitations. Ce sont des revenus pétroliers qu'ils n'auraient pas eus et nous pouvons reprendre les frappes contre le Venezuela si besoin. Puisque pour les États-Unis, l'opération en Iran est la suite et le développement de la frappe qui a été portée contre le Venezuela, nous allons donc aussi regarder de ce côté-là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé dans le passé. Ils ont commencé à tirer sur les gens et soudain, des personnes sans aucune arme se tiennent là et on leur tire dessus avec des mitrailleuses ou bien on les attrape, on les emmène en prison, puis on les pend et on les tue. Alors ils jouaient dur et j'ai dit que s'ils faisaient ça, nous les frapperions très fort, nous les frapperions durement. Nous sommes prêts. S'ils le font, nous les frapperons durement. Je souhaite que vous réagissiez à cela. Au minimum, on peut dire que la connexion a été coupée en pleine nuit. Ce que nous pouvons dire au minimum, c'est qu'au moins dans une demi-douzaine de villes d'Iran, des millions de personnes sont descendues dans la rue. Nous avons déjà vu cela auparavant. Dan, croyez-vous que cette fois, ce sera différent? Est-ce différent? L'Iran est aujourd'hui plus faible que jamais, ayant perdu la Syrie, son État satellite. Israël combat ces groupes terroristes par procuration, comme le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen et le Hamas. Bien sûr, Israël a éliminé plusieurs dirigeants du corps des gardiens de la révolution islamique dès juin dernier. Le gouvernement tyrannique de l'Iran compte sur le corps des gardiens de la révolution islamique pour réprimer la population. Et ils n'ont plus la même direction qu'avant, non seulement au plus haut niveau, mais aussi à tous les échelons. Et cela peut compliquer la gestion de cette crise par l'Iran, car l'économie et la monnaie iranienne sont en chute libre et ils souffrent d'une pénurie d'eau à cause de la mauvaise gestion. Je crois que le gouvernement américain cherche comment soutenir ce mouvement de protestation. Peut-être que cela impliquera de rétablir l'accès à Internet, option que nous avons si nous le décidons. Je ne connais aucune grève en Iran, ce serait risqué, mais il y a sûrement d'autres actions possibles. La voix de l'Amérique joue alors un rôle clé en transmettant l'information aux courageux Iraniens dans les rues et en soutenant leurs efforts pour la liberté et la démocratie dans leur pays. Au fait, ci-dessous se trouve un lien vers mon livre, Récits d'aventure en quête. En russe convient à tous les âges de 12 à 120 ans, mais à l'intérieur du livre, il y a un message très précis. Tout ce qui n'est pas la liberté ne fonctionne pas. Si quelqu'un n'a pas eu le temps de télécharger Capitalisme sans teint alors. Elle est vendue en russe et en anglais sur Amazon et sur Camerton Global pour moins de 5$. La version anglaise de À la recherche de Hugues peut également être achetée sur les mêmes plateformes. En réalité, la Russie nous a longtemps menés en bateau avec les négociations sur l'Ukraine. Ils mentaient, faisaient un semblant d'être idiots, et finalement ils se sont ridiculisés. Donc maintenant, ils vont recevoir du pétrole à 50$ ou moins. Ils sauront alors, donc, par baril respectivement, pour un baril de brut léger, et c'est à ce moment-là que cela se produira. Eh bien, ils ne feront pas faillite, mais ils devront prendre des décisions, ils devront réduire les aides sociales, et alors, risquer des émeutes dans tout le pays, ou bien mettre fin à la guerre en Ukraine, ce que, justement, nous voulons qu'ils fassent. Donc on me demande, pourquoi vous? Donc ils disent... Ils sont allés contre le Venezuela, mais pas contre le Mexique. Ils ont probablement eu peur du territoire mexicain. Aux États-Unis, on fait vraiment entrer des tonnes de drogue, des centaines de milliers d'illégaux et des armes. Toutes sortes de bandes criminelles passent. Ils transportent des gens dans des réservoirs d'essence, dans des conteneurs de marchandises. Ils creusent devant des tunnels sous la clôture frontalière.
Oui, c'est intéressant que personne ne tente de fuir dans l'autre sens, loin de chez nous. Tout le monde veut aller là-bas, dans cette Amérique terrible, cauchemardesque, mauvaise, cruelle, oppressive, russe. Tout le monde court ici, mais personne ne veut repartir dans l'autre sens. Nous nous sommes adressés à de nombreuses reprises aux autorités mexicaines, soit nous-mêmes, soit conjointement avec vos gars, pour proposer de détruire la production des cartels de la drogue, leurs moyens de transport, leur infrastructure, ou alors laissez-nous simplement entrer et régler le problème nous-mêmes. Oui, le Mexique répond non à chaque fois. Alors que chez nous des gens meurent, un flot de criminalité arrive chez nous, il y a des meurtres, des vols, des viols, des vols massifs. Et le Mexique dit « Nous sommes un État souverain. N'y pensez même pas, n'osez surtout pas entrer chez nous. » Nous dépensons des milliards pour arrêter le flux de migrants, de drogue, d'armes, de bandits, alors que le Mexique, eux, ils n'en tirent que des avantages. Donc il y a environ 20 millions de ces habitants qui travaillent aux États-Unis et envoient de l'argent à leurs familles. Nous savons exactement combien le Mexique a reçu des États-Unis en 2024. Ce sont ces travailleurs qui ont envoyé 63 milliards de dollars de transferts, 63 milliards de dollars de transferts de la part de ces gars qui sont ici. Pour que ce soit clair, pour le pétrole, le Mexique reçoit 27 milliards par an et en 2024, il a reçu la même chose pour les produits agricoles. Il y a aussi l'exportation de boissons, de la tequila à la bière, oui, pour 13 à 15 milliards. C'est-à-dire que le pétrole, l'agro-industrie et l'alcool rapportent moins au pays que les Mexicains travaillant à l'étranger qui envoient des aides à leurs femmes, enfants, parents et ainsi de suite. En 2024, les cartels mexicains ont perçu 13 milliards de dollars pour le passage de clandestins aux États-Unis, tandis que les revenus de la drogue ont atteint 29 milliards de dollars. Eh bien, cela concerne respectivement la cocaïne, le fentanyl, l'héroïne, la marijuana et les méthamphétamines. Le Mexique est effectivement très avantageux. C'est avantageux pour eux que nous soyons voisins, que des millions de clandestins, de la drogue, des prostituées, des bandits et des armes arrivent chez nous, mais pas pour nous. Chez nous, des gens meurent et le Mexique dit « Nous vous présentons nos sincères condoléances ». Mais notre propre peau nous est bien plus chère que la vôtre, alors ne m'en veuillez pas. Suite. Et quant aux règles internationales, disons que nous allons surtout nous y appuyer parce que vous ne pourrez rien nous faire si nous agissons selon les règles internationales. Donc si vous commencez à faire quelque chose, cela voudra dire que vous deviendrez des criminels, et eux, disons, de jeunes vierges en robe blanche, et nous, des criminels. Eh bien voilà, maintenant c'est la surprise. Parce que cela veut dire, quand est-ce que nous allons devenir fous à cause de ce délire? D'ailleurs, j'ai eu une idée. Expliquez au gouvernement du Mexique que nous entrons et que, s'ils décident de nous arrêter, nous anéantirons tous ceux qui essaieront, donc, de nous stopper. Ensuite, nous nettoyons tout ce qui peut être nettoyé, puis nous partons et attendons de voir qui a survécu. Et ce qu'ils feront, si jamais ils font quelque chose, nous reviendrons à nouveau. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils quittent le Mexique, ou jusqu'à ce que nous les ayons tous éliminés. Et alors, avec des sentiments proches, chaleureux et amicaux, nous proposerons au Mexique d'être notre bon voisin. Je suis convaincu, pour une raison quelconque, que le Mexique deviendra notre bon voisin. Qu'en pensez-vous? Permettez-moi de transposer cela sur un terrain plus clair et plus concret. Le voisin derrière la clôture lance sur vos enfants de gros clous, et, il faut l'avouer, il a déjà touché quelqu'un. La police dit « Il n'est pas entré chez vous, nous ne pouvons rien faire. Il n'est même pas entré dans votre cour, nous ne pouvons rien faire. » Et le voisin a déjà commencé à lancer des pierres, et il a même passé une araignée venimeuse par-dessus la clôture chez vous. La police répète « Nous ne pouvons rien faire ni vous aider. » Mais vous n'avez pas le droit de violer l'intégrité territoriale de sa cour, c'est-à-dire la frontière. Mais vous avez tout à fait le droit de crier sur votre voisin et même d'écrire de votre côté de la clôture qu'il est un criminel, ou bien sur la sienne avec vos propres sous-titres. Et là, vous comprenez que le voisin finira un jour par crever l'œil de votre enfant, ou glisser un serpent dans la porte de la clôture,
ou faire encore quelque chose d'aussi charmant. Il a déjà tenté cela plusieurs fois, sans jamais vraiment réussir. Vous pouvez décider que, ce qui doit arriver arrivera, ou bien que le salut du noyé dépend des mains du noyé lui-même. Voilà la situation, mesdames et messieurs. Personnellement, je pense qu'il est temps d'enterrer et de nettoyer le Mexique. Bon, on ne pourra peut-être pas tout nettoyer, d'accord ? Mais au moins une partie, et puis encore un peu plus tard, regarde. Leurs possibilités et leurs envies vont diminuer. Et peut-être que le gouvernement mexicain cessera aussi d'avoir une peur panique des cartels, il commencera à faire quelque chose lui-même pour débarrasser son propre pays de ce fléau. Il n'y a aucun sens à Donald Trump. Il a dit, donc Cuba s'effondrera d'elle-même et il faudra aider le Mexique. Je pense la même chose, je suis pour l'aide, pour ce genre d'aide, les voisins doivent s'entraider. La tentative d'enlèvement de Nicolás Maduro au Venezuela est ancienne. Pour le podcast Guerre des cultures, nous avions prévu un débat sur l'invasion du Venezuela. Nous savons que Donald Trump prévoit une attaque contre le Mexique, selon sa propre déclaration, bien qu'il n'ait pas explicitement annoncé une invasion terrestre. Il déclare « Nous allons frapper les zones contrôlées par les cartels au Mexique, ce qui implique d'y intervenir. » Nous allons commencer maintenant à frapper leur territoire. À cause des cartels, les cartels contrôlent le Mexique. C'est vraiment très triste de voir ce qui est arrivé à ce pays, mais les cartels agissent et ils tuent 250 à 300 000 personnes dans notre pays chaque année. Ces drogues. Je vais le remettre encore une fois. À Yegorova. Siemkene a... Je viens de vous raconter. Si le politiquement correct peut menacer la vie de votre enfant, il faudra soit sacrifier le politiquement correct, soit sacrifier votre enfant. Et chacun de nous fait son choix, et certains finissent par choisir de sacrifier le politiquement correct. Je suis avec eux. J'en ai marre, ou comme on dit en slave, ça me sort par les yeux. Donald Trump a annoncé que les forces américaines allaient frapper des cibles terrestres au Mexique contre les cartels, après des frappes maritimes. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum s'y oppose. Trump n'a pas indiqué les délais ni l'ampleur des attaques terrestres prévues. Toute frappe militaire sur le territoire mexicain sans le consentement du Mexique violerait le droit international et constituerait une attaque sans précédent contre un allié des États-Unis et un partenaire commercial majeur. Oui, mais il existe un concept appelé lettre de marque. Bien sûr, nous pouvons être alliés avec le Mexique, notre voisin du Sud, mais cela ne veut pas dire que nous permettrons aux cartels. Des structures non gouvernementales tuent des citoyens, parfois les leurs, alors pourquoi ne pas les fermer? Le gouvernement paraît complice du cartel. Donc, si ce sont les cartels qui les dirigent, nous ne sommes pas alliés avec eux, comme rapporté. La déclaration a suivi la capture samedi de Nicolás Maduro du Venezuela, réalisée par les forces spéciales Delta dans un complexe de Caracas où il se cachait. Les frappes américaines contre les barons de la drogue ont entraîné la mort de plus de 100 personnes. La campagne maritime cible les navires suspects de transporter cocaïne et fentanyl. Les frappes terrestres au Mexique marquent une expansion majeure de l'implication militaire américaine. Les deux principaux cartels mexicains, Sinaloa et Jalisco Nouvelle Génération, contrôlent de larges zones et se livrent une guerre ayant causé plus de 30 000 morts. L'an dernier, Donald Trump a classé 6 cartels mexicains comme organisations terroristes étrangères. En février 2025, le Mexique a dénoncé cette décision comme une menace pour sa souveraineté et une possible justification d'intervention militaire. Claudia Sheinbaum a affirmé lundi que les Américains appartiennent aux Amériques, pas à une seule nation, répondant ainsi à Donald Trump sur la domination de Washington après l'arrestation de Nicolás Maduro. C'est ce qu'on appelle la doctrine Monroe. La doctrine Monroe était une déclaration non officielle. Nous ne laisserons pas les puissances étrangères envahir notre hémisphère, ni y imposer leur autorité contre nous. Cela concernait l'Espagne, la France, la couronne britannique. Les États-Unis ont dit « Nous dominons déjà cette région. Et si nous permettons aux colonisateurs européens de venir dans ces pays et d'y établir des colonies, nous serons en guerre pour toujours. » De facto, Monroe a mis fin à la colonisation de certains pays par d'autres. Dans l'hémisphère occidental, qu'est-ce que la colonisation? C'est la conquête et l'obtention de tribus.
Oui, de territoires asservis. En 2026, dans la nuit du 2 au 3 janvier, une nouvelle ère a commencé dans l'histoire de notre civilisation. Le monde où les États-Unis dominaient en tant que seule superpuissance ne devient même pas bipolaire comme à l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques contre les États-Unis, mais multipolaire, où de grands pays sont responsables de l'ordre, chacun dans sa propre région. Dans la région des États-Unis, nous sommes les gendarmes, et n'autorisons pas d'autres à intervenir dans notre vie ou nos relations avec nos voisins. Là-bas, je ne sais pas, la Chine, la Russie, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, oui, ils peuvent former leur propre centre et leur propre gendarme ou gendarmerie, je ne sais pas. L'Europe, si elle parvient à se doter d'un peu de testostérone, oui, alors elle organisera son propre centre, les enfants d'Abraham, les Sémites et peut-être la Perse dirigée par le Shah organiseront le leur. Tout sera déterminé géographiquement. Il y a aussi l'Inde, le Pakistan, la Turquie et là-bas le Japon. Ils rejoindront des alliances étrangères ou créeront les leurs. Nous nous isolerons avec une longue clôture, plus longue et plus haute que la Grande Muraille de Chine. Je ne sais pas comment les autres centres vont s'isoler ni avec quoi, chacun aura sa méthode, les centres agiront, mais je l'ignore. Nouer des relations politiques ou économiques peut entraîner des conflits, mais il n'y aura sans doute pas de guerre mondiale. L'homme ne sait pas vivre en démocratie. Nous choisissons un représentant parce qu'il nous a promis quelque chose, il nous a raconté quelque chose, il a promis quelque chose, et nous courons voter pour lui. Dès le premier jour, il fait exactement le contraire. Mais tu es obligé de supporter ça pendant 4 ans, et ensuite tu dois encore convaincre plein de gens qu'il faut le remplacer. Imaginons maintenant qu'on l'a remplacé après avoir passé 1 an à faire des efforts, et on est heureux d'avoir voté, applaudi, on a gagné, on a élu un autre qui, dès le jour de l'élection, commence à tout faire. Ce qu'il criait, ça veut dire qu'il méprise et qu'il déteste. Le précédent, c'était exactement pareil. Donc tu attends encore 4 ans maintenant, et après quoi ? Et ensuite, il a soudoyé la moitié de la population avec l'argent qu'il t'a volé, et ils ont voté pour qu'on continue à t'exploiter. Voilà leur fameuse démocratie. Mais ceux que nous avons choisis avec Dourou, ils ont même trouvé le moyen de nous voler pour non seulement donner à nos voisins, mais aussi donner nos gains à d'autres pays. Ça s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Avec toutes les organisations sournoises créées pour voler, ils volent donc ceux qui travaillent et essaient de subvenir aux besoins de leur famille. Non, tu es obligé de partager avec les Zoulous, les Indonésiens, et eux, en échange, ils votent à l'Organisation des Nations Unies. Tu ne peux pas, sur le territoire du Mexique, neutraliser les salauds qui apportent la mort dans tes villes, tu ne peux pas, c'est tout. Et toi-même aussi. En plus, ils te traitent de colonialiste et d'impérialiste, et même de raciste, et aussi de biélorusse. Tu fabriques des médicaments avec lesquels ils soignent leurs maladies auparavant incurables, et tu es un vampire parce que tu veux qu'ils te paient pour ces médicaments que tu as fabriqués pour eux et que tu leur as apportés, et en plus tu les donnes au prix coûtant, soit 1/3 de ce que tu vends ici. Mais peu importe, sans nous, ils n'auraient pas pu construire ni des chemins de fer, ni des usines de téléviseurs. Sans nous, ils n'ont ni les connaissances, ni le capital. Il faut extraire du pétrole. Les Indiens ont eu le Texas pendant 1000 ans. Combien de pétrole ont-ils extrait du sol du Texas pendant ces 1000 ans ? Et combien de machines à fabriquer des vêtements ont-ils dû nous céder quand nous les avons conquis, en venant d'Europe en Amérique ? Et jusqu'à quel âge vivaient-ils, savez-vous cela en Amérique ? À quelle vitesse se déplaçaient-ils, disons, de Boston à San Francisco ? Ils n'en avaient pas besoin, mais combien de nuits passaient-ils le ventre vide, le savez-vous ? Pouvaient-ils aussi se reposer à Ulus ? On travaille tous les samedis, sauf 2 jours par semaine, samedi et dimanche où l'on ne travaille pas, et on ne dépassera pas 40 heures hebdomadaires. Ah, à propos de se débarrasser des poux, de laver ses vêtements, ou de ne pas mourir de la tuberculose ou de la peste. Bien sûr, il fallait les laisser tranquilles dans leur état primitif et attendre qu'ils apprennent eux-mêmes à soigner la peste et à se mettre des implants dentaires. Mais nous avons appris à naviguer sur les océans, à nous orienter grâce aux étoiles, à conserver la nourriture et l'eau à bord,
nous avons appris à construire, nous avons appris à compter, nous avons commencé à écrire de la poésie, nous avons appris à aimer la philosophie et la musique symphonique. Et maintenant, on me dit que nous allons tous voter ensemble et prendre des décisions cruciales. Et si ceux qui ne supportent pas la musique symphonique sont les plus nombreux, alors au revoir, Mozart, adieu, Beethoven, Stravinsky. Adieu, Paganini, goodbye, Rachmaninoff. Si la majorité des pays et des gens en décident ainsi, alors il n'y en aura pas. Ni l'astronomie dont personne n'a besoin, ni la poésie, à quoi ça sert d'ailleurs, ni d'autres choses inutiles pour le peuple. C'est pourquoi leur idée, c'est qu'on peut rester assis au Mexique, tuer nos gens et dire que l'Organisation des Nations Unies a voté que tu ne peux pas entrer. Envahir mon pays et éliminer les trafiquants de drogue un par un est une idée idiote, et seuls des imbéciles ne le voient pas et ne le comprennent pas. C'est comme laisser entrer 250 000 Somaliens aux États-Unis. Avec leur mentalité médiévale, ils ont une mentalité de l'âge des cavernes. Les croire sur parole qu'ils ont dépensé 9 milliards de nos dollars, notre argent, mais ils n'ont aucun reçu et ils exigent qu'on les croie sur parole qu'ils ont dépensé cela pour nos enfants. Quoi, vous ne me croyez pas? Oui, je vous le dis honnêtement, j'ai donné ma parole, et vous ne me croyez pas? Je pense qu'il est temps de reconstruire le monde, tout devrait être plus simple, tout devrait être plus simple. Si tu as commis un acte qui a privé quelqu'un de ses biens, de sa santé ou de sa vie, tu paieras 3 fois la valeur du préjudice et tu travailleras toute ta vie dans les mines, dans les carrières, dans l'industrie. En étant en prison, le préjudice que tu as causé, sans droit à la grâce. Et si pour cela il faut entrer dans un pays étranger, eh bien Dieu merci, nous avons la force pour le faire, et tant que nous avons cette force, construisons un monde de bon sens, un monde dans lequel nous aimerions vivre. Personnellement, je n'ai pas besoin du Mexique, je n'ai absolument aucune envie de le conquérir, à quoi bon? Mais j'aimerais vraiment que les cartels, la drogue et la violence disparaissent quand de là-bas, et cessent court de menacer mes enfants. Ce serait vraiment génial. Voilà, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois.